Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Dorothy Alexandre. Elle est extrêmement connue à Montréal. C'est une femme entrepreneur, engagée dans toutes les questions de diversité, inclusion, égalité des sexes, hommes-femmes. Elle est maman. Elle est féministe, elle assume, elle est productrice, elle est aussi porte-parole au Conseil de Montréal. Elle intervient comme experte dans toutes les questions de société, au niveau des médias, en tant que citoyenne. Et aussi, vous mentorez des jeunes femmes pour leur ouvrir la porte et pour leur permettre d'accéder à des espaces qui, en temps normal, ne leur étaient pas forcément faciles d'accès. Vous êtes aussi coach en communication et vous avez votre entreprise qui s'appelle Inspiration Communication. Je vais m'arrêter là parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire, mais bon. Bonjour, merci beaucoup, Caroline. Vraiment, merci Dorothy d'être avec nous. Que signifie pour vous le mot pouvoir? Parce que là, j'ai parlé de vous et encore, ce n'est qu'un résumé. Oui, moi, je vous dirais que pour moi, le mot pouvoir, c'est un mot qui signifie cette capacité d'inspirer les autres, également cette capacité de prendre des décisions puis de les assumer, mais tout en restant à l'écoute du milieu, à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est certain qu'il y a différentes sphères décisionnelles, différentes sphères de pouvoir, et je pense également qu'il ne faut pas minimiser le fait que un peu tout le monde peut avoir du pouvoir à certaines échelles. On a souvent tendance à qualifier la question du pouvoir dans les hautes sphères de notre société, alors que pour moi, je pense qu'il y a une importance de démocratiser un peu le tout. Et est-ce que vous diriez que votre pouvoir, pour vous, il se traduit de la même façon dans votre environnement personnel que professionnel? C'est une excellente question. Je dirais dans un premier temps que je pense qu'initialement, c'est difficile d'assumer le fait qu'on a du pouvoir. Et le premier pouvoir qu'on a, en effet, c'est dans notre cercle familial, c'est dans notre cercle social. Ce sont les gens en lesquels on s'investit. Et c'est surtout de se rendre compte que lorsqu'on est dans ces sphères-là, on ne parle pas de pouvoir, on va parler d'amour, on va parler de don de soi, etc. Mais en effet, quand je vois ma petite fille, j'ai un certain pouvoir sur elle, en effet. Donc oui, ça se répercute tant au niveau professionnel que social ou personnel, mais je vous dirais que la portée n'est pas la même. Quand on parle de pouvoir au niveau des sphères décisionnelles, l'objectif, c'est de faire avancer une vision, c'est de faire avancer des dossiers, toujours en gardant, comme je disais tout à l'heure, dans notre tête la population que l'on dessert, alors qu'à la maison, c'est plutôt dans un esprit de cohésion, dans un esprit d'amour, dans un esprit de voir sa famille s'épanouir, de voir les gens que l'on aime devenir les meilleures personnes qu'elles puissent devenir. Donc, je dirais que le pouvoir n'a pas la même définition, mais qu'à la fin, il y a une certaine réalité qui peut être similaire. Et pourquoi d'ailleurs les femmes ont du mal à accepter qu'elles ont du pouvoir? Bien, je pense que c'est parce qu'il y a premièrement une connotation négative autour du mot pouvoir. Quand on pense au pouvoir, on pense à quoi? On pense aux hommes. On va penser de surcroît potentiellement aux hommes blancs parce qu'on vit dans des sociétés patriarcales, dans des sociétés où est-ce qu'on a davantage des systèmes qui sont établis depuis l'esclavage et dont on a encore les répercussions aujourd'hui. Et je pense également que lorsqu'on pense au mot pouvoir, on pense à du négatif parce que souvent, le pouvoir est associé à la politique. Pas que la politique soit négative, mais on pense à des gens ou à des sphères de nos sociétés qui ne permettent pas aux gens plus marginalisés de s'épanouir. Donc, je pense également que c'est une des raisons pour lesquelles le mot pouvoir a une connotation négative auprès des femmes, puis qu'on a peur justement de l'assumer. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si. Je pense que pour arriver, encore une fois, il faut démystifier la question du pouvoir. Si on parle de pouvoir dans ce qu'on appelle les hautes sphères de nos sociétés, je pense vraiment qu'il faut que les femmes sacrifient beaucoup. Quand je dis qu'elles sacrifient beaucoup, c'est que je ne crois pas en l'adage de la superwoman, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. La femme qui décide d'aspirer à une certaine carrière, justement à des postes de pouvoir, mais il y a certaines choses qui vont prendre le bord, que ce soit la vie sociale, que ce soit prendre soin de soi, que ce soit juste de cuisiner pour soi-même. On sait que beaucoup de ces femmes-là sont dans les restaurants continuellement pour pouvoir faire des rencontres, etc. Donc, je dirais qu'en effet, c'est un enjeu qui est majeur, en effet. On ne naît pas puissante, on le devient. Wow! Est-ce que ça vous inspire?
Je vous dirais que moi, personnellement, non. Ça ne m'inspire pas parce que je n'ai pas d'aspiration à la puissance. C'est-à-dire que je suis une femme empathique, je suis une femme qui aime sincèrement, foncièrement les gens. Donc, j'estime que mon pouvoir, c'est une forme de façon d'entraide, voilà. Et puis, c'est certain qu'il y a certaines sphères où est-ce qu'il faut mettre son pied à terre. Je veux dire, je suis quand même la présidente du Conseil des Montréalaises, on avait parlé initialement. Donc, lorsqu'il faut faire avancer des enjeux, lorsqu'il faut démystifier des inégalités, des injustices qui existent, ou pas juste les démystifier, les dénoncer, c'est important. Par contre, la question de la puissance, pour moi, ce n'est pas un objectif. Puis, je pense que c'est là aussi qu'il faut faire la différence. C'est quelle est l'intention première? Est-ce que l'intention, c'est d'avoir une puissance et qui va souvent se répercuter dans nos actions ou dans nos non-actions? Ou est-ce que c'est un résultat de notre pouvoir, de notre capacité d'inspirer, de notre capacité de rassembler? Donc, je pense que l'intention fait une différence. Absolument. Est-ce que vous avez l'occasion de partager ce genre de réflexion avec d'autres femmes, par exemple au Conseil des Montréalaises? Oui. Est-ce que ça fait partie des discussions? Tout à fait. Je vous dirais que dans nos sphères respectives, des fois, on n'a pas assez de temps. Tout va trop vite pour pouvoir réfléchir. Puis je pense que c'est des réflexions qui sont en constante transformation. Mais je prends le temps de le faire auprès des jeunes que je mentore, que ce soit des jeunes femmes. Parce que moi, j'ai une amie qui m'a dit un mot qui m'a tellement touchée dernièrement. C'était l'année passée. Elle me disait, Dorothy, tu sais que ton féminisme, il est fort. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'avant, j'avais de la difficulté à m'afficher comme féministe parce que justement, pour moi, il y avait une connotation négative autour de ce mot-là. Elle m'a dit, parce que tu ouvres les portes aux jeunes, aux autres femmes. Et c'est vrai. Je suis dans une sphère donnée, que ce soit quand j'étais journaliste auparavant, donc je permettais à des gens de devenir des chroniqueurs, des chroniqueuses, etc. Donc ma forme de féministe, entre autres, c'est, oui, de promouvoir l'égalité, mais c'est de permettre à des femmes d'accéder à des postes auxquels elles n'auraient peut-être pas l'occasion d'accéder. Donc, pour moi, je vous dirais qu'un enjeu où justement cette capacité-là de la puissance, pour moi, ce n'est pas d'autant plus d'aspirer à cette puissance-là. Puis la conférence aussi. Pour soi, c'est la puissance pour le mettre au service des autres. Des autres, exactement. Et c'est ce que je partage beaucoup dans les conférences. Donc, j'essaie vraiment d'aider les jeunes à avoir une introspection, à savoir quelles sont leurs intentions, pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce que vous le faites par intérêt? Est-ce que vous le faites par reconnaissance? Ou vous le faites parce que ça fait partie de votre identité, ou vous le faites foncièrement parce que vous voulez contribuer à des changements pérennes et non pas instantanés. Ça, c'est vraiment très important et je pense qu'on ne le dit pas assez. Oui, tout à fait. Parce qu'on vit dans une ère d'instantanéité où les gens veulent cliquer sur un bouton puis tout de suite avoir beaucoup de j'aime, avoir beaucoup de partage, alors que l'on sait que le changement, c'est un marathon. Aujourd'hui, il y a des gens comme des Nelson Mandela, des Martin Luther King ou des gens dans d'autres pays que des années après leur mort, on parle encore de leur lutte et leurs luttes ne sont pas terminées. Donc, on doit se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est parce qu'on a d'autres personnes avant nous, des prédécesseurs qui ont frayé le chemin et que nous sommes en train de frayer le chemin pour d'autres après nous. Donc, il ne faut pas... Je pense qu'il faut être constamment conscient et consciente de cette réalité-là. Qu'est-ce que les organisations pourraient mettre en place pour renforcer cette vision ou cette démarche ou cette façon de voir les choses qui, de mon point de vue, est assez simple, mais qui en réalité semble tellement compliqué à mettre en place? Oui, je dirais, c'est une bonne question, puis je réfléchis à voix haute. Je dirais peut-être dans un premier temps, c'est de reconnaître au sein même de leur culture, de faire un diagnostic de leur culture organisationnelle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas apporter des solutions si on ne sait pas ce qui est un problème. Exactement. Donc, si on est capable d'identifier cela, ça nous permet de dire, OK, voici le diagnostic et voici les solutions qu'on peut apporter. Parmi ces solutions-là, mais c'est de faire de la co-création avec les gens qui sont à l'intérieur même de notre organisation. Parce que si on embauche des gens, c'est parce qu'ils ont du talent. Et souvent, on a tendance à réduire, si je peux dire ça ainsi, nos effectifs, nos ressources humaines aux talents pour lesquels on les a embauchés, alors que leur personnalité déborde de cette expertise ou de cette connaissance que ces personnes-là ont acquise à l'école. Donc moi, je dirais entre autres,
c'est de s'asseoir avec ces employés-là et de dire quelle est la vision qu'on a pour notre entreprise en matière justement de justice, en matière d'équité. Comment également est-ce qu'on peut permettre de démocratiser la notion de pouvoir pour que toutes les personnes à un certain niveau puissent sentir qu'ils ont cette légitimité-là de faire preuve de leur leadership, tout en sachant bien sûr que dans certaines organisations, il y a différentes sphères de hiérarchie au niveau directionnel, mais je pense que c'est important de le faire en impliquant les employés eux-mêmes. Que pensez-vous de l'instauration des quotas, par exemple? Je pense que c'est une bonne chose parce que si les quotas existent, c'est parce qu'il y a certaines organisations qui ne mettent pas en œuvre les objectifs qui sont donnés, que ce soit par le gouvernement, quand on parle de la question de l'accès à l'emploi ou de l'accès à l'égalité, etc. Donc, je pense que les quotas sont importants, mais je pense également qu'il doit y avoir une éducation qui accompagne la notion des quotas. Parce que pour plusieurs, des gens qui sont peut-être issus des minorités dites visibles, etc., donc qui rentreraient dans la base des quotas, ces gens-là ne vont pas s'auto-identifier parce qu'ils ne veulent pas que les gens disent qu'on a été embauchés en raison d'un quota. Donc, je pense que parallèlement à la notion des quotas, il faut qu'il y ait une éducation pour que les gens de la majorité, bien sûr, donc ne sont pas visés par les quotas, se disent « Ah, je comprends pourquoi maintenant il y a un quota. C'est parce qu'il y a un rattrapage à faire et c'est qu'à compétences égales, il y a des gens, que ce soit des femmes, que ce soit des gens issus des communautés culturelles, de la diversité, etc., n'ont pas accès à ces mêmes opportunités. » Très bien. Sur ces belles paroles, on va faire une petite pause et on revient dans quelques instants. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur le plateau de Femmes et Pouvoir avec Dorothy Alexandre. Dorothy, est-ce que vous avez une phrase, un adage, un proverbe qui illustre votre personnalité ou qui illustre vos propos? Oui, je vous dirais que pour moi, tout est possible à celle ou à celui qui croit. Tout simplement parce que je suis convaincue que si l'on a en nous cette conviction que l'on peut accomplir des choses, mais c'est certain que l'on peut y arriver. Puis ça fait partie entre autres de ma foi également. Et pourquoi je pense que c'est important? C'est parce que il y a une adage peut-être parallèle que je pourrais utiliser, puis je vais le dire en anglais. C'est que ça dit « Some people, they don't lack resources, they lack resourcefulness ». Ce que ça veut dire que on peut avoir toutes les ressources autour de nous, mais si on ne sait pas comment les utiliser pour pouvoir arriver à nos fins, c'est là aussi que souvent on n'arrive pas à sortir justement tout ce géant-là qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que vous avez un coup de gueule, quelque chose qui vous énerve vraiment, que vous aimeriez voir, soit dans la société ou dans votre environnement professionnel, et un coup de cœur, quelque chose que vous émeut, qui vous touche et que vous aimeriez voir continuer? Oui, mais moi, je vous dirais, c'est l'hypocrisie. J'ai beaucoup de difficultés avec l'hypocrisie, que ce soit l'hypocrisie dans les sphères personnelles ou sociales ou même dans nos sociétés actuelles. Je le dis parce que, bon, nous, on est au Québec, on est à Montréal et depuis à peu près 2-3 ans, mais surtout au cours de la dernière année, je vous dirais, aux 2 dernières années, il y a un grand discours qui est assez généralisé par rapport à l'apport de la diversité dans nos organisations. Et maintenant, je me dis, j'espère simplement que cette question ne demeurera pas un concept. Parce que pour qu'il y ait une réelle diversité au sein des organisations, il faut que ces organisations-là mettent en place des structures qui puissent permettre aux gens qui s'identifient aux personnes autochtones, aux communautés ethnoculturelles ou à tout autre type de diversité, les personnes en situation de handicap, puissent vraiment s'épanouir pleinement. Donc, il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait une éducation également des employés. Puis je vous dirais, au niveau du coup de cœur, mais c'est peut-être la même chose, c'est-à-dire les gens qui travaillent en ce sens avec authenticité. Donc, ce sont des gens soit qui font partie des groupes minorisés, donc des groupes minoritaires, ou des personnes qui font partie de la majorité, mais qui sont de vrais alliés, des réels alliés, et qui laissent la place autour de la table, qui donnent la parole, qui partagent leurs privilèges. Donc, pour moi, c'est de cette façon-là qu'on pourra avancer comme société, parce qu'il y a comme un balancier qui n'existe pas à 100%, et pour faire avoir un certain équilibre, voilà, il faut qu'il y ait des gens qui perdent des privilèges pour pouvoir en donner à d'autres.
Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous? Cette question-là, je réponds personne. Tout simplement pour le simple et unique fait que je pense que ça vient de ma mère. Je suis inspirée par beaucoup, beaucoup de gens. Je pourrais nommer des chefs d'État, peut-être pas des chefs d'État, Michel Obama n'en est pas une, mais des chefs d'État que je nommerai pas nécessairement. Par contre, je porte quand même un regard assez critique sur tout ce qui m'entoure et surtout parce qu'on n'est pas chez les gens. Donc moi, les valeurs personnelles sont les plus importantes. Donc les gens peuvent nous témoigner d'une personnalité X dans la sphère publique, mais qu'est-ce qui se passe dans leur chambre à coucher? Qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants? Qu'est-ce qui se passe si cette personne-là croise une personne en situation d'itinérance? Comment va-t-elle réagir? Moi, c'est sur cette base-là que j'aime juger les gens. Donc, puisque je ne veux pas juger les gens, je préfère être inspirée, mais je ne me remplacerai pas par personne. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Wow. Un jour pour changer le monde, je dirais que ce serait la question de l'éducation puis de nos enfants. J'aspire à ce que tous les enfants sur cette planète-là aient les mêmes opportunités. J'ai le bonheur d'être maman, j'ai une petite fille de 4 ans et demi, puis je sais à quel point elle est dorlotée par son papa, par moi-même, sa maman, par ses grands-parents, etc. On lui donne tellement d'amour, puis je sais que ce n'est pas tous les enfants qui reçoivent ce type d'amour-là. Donc, ce serait la question de l'éducation et surtout également la question des enfants qui sont abusés. Donc, que tous les enfants sur cette planète Terre se sentent en sécurité. Ce serait vraiment ça. Et aimer. Sécurité et l'amour, pour moi, ce serait vraiment la base. Parce que je vous dirais aussi que quand j'ai quitté le métier de journaliste, entre autres, après être devenue maman, c'est à cause de ça. Ma sensibilité, lorsque je vois des infanticides, lorsque je vois des enfants qui souffrent, qui sont assassinés, ça vient tellement me toucher que pour moi, je trouve inadmissible qu'une société, qu'un univers dans lequel on vit, qu'il y a encore des enfants qui vivent atrocement. Qui sont en danger. Exactement, exactement. Ça me bouleverse, vraiment. Et c'est vrai que rien que, je pense que j'ai lu récemment un article qui disait que tous les 5 jours, il y avait un enfant qui décédait dans le cercle familial, sous les coups, ouais, la maltraitance, voilà. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup des féminicides depuis quelque temps, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des infanticides qui causent autant de dégâts. Exactement. Puis, allons encore plus loin, un enfant qui décède, c'est très triste, mais ne souffre plus. Mais un enfant qui reste vivant et qui continue de subir des sévices, cet enfant-là devient un adulte un jour qui, des fois, va reproduire les cercles dans lesquels il a grandi, à part s'il est encadré par quelqu'un qui vient le sortir assez rapidement, assez vite. Donc, en effet, il y a tellement d'enfants qui vivent des maux MAUX d'adultes, donc des enfants dépressifs, des enfants suicidaires, des enfants qui ont tout simplement envie d'arrêter de vivre, des enfants qui ne savent pas c'est quoi être un enfant. Oui. Ce n'est pas normal. Et ça, on le voit des fois à travers leurs yeux, avec dans leur comportement avec les autres enfants. Ils n'ont pas des comportements d'enfants dans leur langage. Ils peuvent avoir un langage cru, ils peuvent avoir un langage méchant. Alors que la méchanceté ne vient pas de l'enfant, on ne naît pas méchant, on le devient si on le devient un jour. Donc pour moi, je voudrais, si j'avais à changer le monde, ce serait ça. Ce serait vraiment des politiques, des règlements qui seraient très sévères en matière de protection de l'enfance et également, parallèlement, tout ce qui a trait à l'éducation des enfants pour qu'un enfant puisse choisir ce qu'il veut ou elle veut devenir en devenant adulte. Très bien, mais on espère peut-être qu'on y arrivera. Hein? Oui, on l'espère. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Oh, wow. Et pourquoi? Un animal. Je vais dire lion. Je sais que je suis lion. C'est mon signe astrologique, même si je ne crois pas au signe astrologique. Mais je suis lion. Et je dirais pourquoi lion? Parce qu'on parlait de pouvoir, on parlait de puissance, mais en même temps, le lion, c'est il protège son équipe, les membres de sa tribu. Puis je dirais aussi sa posture, sa carrure. Il inspire le respect. Il inspire le respect, voilà. Donc pour moi, ce serait vraiment le lion. Puis il n'a pas peur d'attaquer si c'est important de le faire pour protéger les siens. Donc quand je parle d'attaquer, je ne vais jamais attaquer les gens physiquement, etc. Mais je suis une femme de conviction. Donc quand je dois défendre les personnes ostracisées, quand je dois défendre des dossiers qui sont importants, qui me tiennent à cœur, je le fais diplomatiquement,
exemple. Vous n'allez même pas comprendre quand j'arrive. Mais j'arrive avec des faits, j'arrive avec une communication adéquate et j'essaie de faire avancer justement mes argumentaires pour faire changer les choses. Je vous imagine bien. Oui. Il y a des gens qui sont surpris. Des fois, ils disent « Ah, Dorothea, tu n'avais pas vu arriver. » Ben, je suis là. En préparant cette rencontre, Dorothy, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, Oui. ou la féminité tout court. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ou à quoi avez-vous pensé? Ben moi, je le porte continuellement, ce sont mes lunettes. Donc, quand on m'a dit on va joindre l'utile à l'agréable, je suis myope depuis secondaire 2, donc à peu près depuis l'âge de 13 ans. Et pour moi, depuis plusieurs années, les lunettes, dans un esprit en premier d'accepter le fait que je dois porter des lunettes ou des verres de contact, mais j'aime pas beaucoup ça, j'ai décidé d'investir dans mes lunettes. Pourquoi? Pour le côté féminin. C'est-à-dire qu'on dit que la beauté des gens, c'est à travers les yeux. Donc, compte tenu que j'ai 2 paires de yeux, j'ai 4 yeux, mais j'aspire à ce que même à travers mes lunettes, les gens puissent voir à travers mes yeux l'authenticité, la sincérité de mes propos. Donc, pour moi, je porte une grande attention aux lunettes que je porte. Puis quand on parle de pouvoir, mais c'est certain qu'on sait que des fois, quand on porte des lunettes, ça donne un autre air, ça donne un air sérieux, etc. Mais je dirais que c'est plus pour le côté de la féminité. Pour les gens qui portent des lunettes, ça donne un style, mais en même temps, ça permet de voir les yeux. Donc, pour moi, mes lunettes sont une continuité de qui je suis. Et c'est sûr qu'avec l'âge, donc en vieillissant, je choisis des paires de lunettes qui veulent refléter davantage ce dans quoi je m'investis. Donc, je suis beaucoup dans la gouvernance, je suis beaucoup dans des postes décisionnels. Donc, mes lunettes, je tente de les faire refléter à cet égard. Si une petite fille regarde cette émission et d'éclat, quand je serai grande, je voudrais être Dorothy Alexandre. Qu'est-ce que vous lui diriez? Mais je pense que pour être cohérente avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je lui dirais à cette petite fille-là, quand tu vas être grande, je veux que tu deviennes la meilleure personne que tu es à devenir. Par contre, tu peux t'inspirer de moi pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que je fais, comment je le fais, dans quelle sphère, pourquoi je le fais surtout. Parce que c'est le pourquoi qui vraiment me fait carburer au quotidien. Donc, c'est ce que je dirais à la petite fille. Puis, je dirais surtout à cette petite fille-là que tu as déjà tout en toi pour pouvoir réussir. Tu as déjà tout en toi pour créer le changement que tu veux créer dans ce monde. Moi, je ne le savais pas à ton âge. Ça m'a pris trop de temps pour le savoir. Ça a été douloureux. Ça m'a pris une trentaine d'années. Par contre, quand je l'ai su, il n'y a plus personne qui peut me faire changer le fait que j'ai de la valeur. Donc, dès maintenant, petite fille, sache que tu as de la valeur. Sache-le. Très bien, c'est un très beau message. Dorothy, vous êtes une femme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir, ça va paraître cliché, mais c'est l'amour. Mon super pouvoir, c'est l'amour parce que mon amour des gens, mon amour de la justice vont dicter tout ce qui a trait à mes intentions. Et ce sont ces mêmes intentions-là qui vont faire que j'ai un leadership rassembleur. Donc, je n'ai pas peur d'être dans l'ombre. En tant que leader, je sais quand il faut être numéro 1, c'est-à-dire de prendre la place et d'inspirer les autres. Je sais également quand être numéro 2, numéro 3, numéro 100 s'il le faut. Ce n'est pas moi qui dois être à l'avant. Je sais comment pousser les bonnes personnes à l'avant. Donc, je vous dirais que c'est mon super pouvoir qui est cet amour qui dicte mes intentions, qui vraiment font carburer mon leadership rassembleur. Puis, je finirai en disant que pour moi, tout ça crée une recette gagnante parce que c'est une recette qui font que c'est qui je suis. Donc, peu importe les sphères dans lesquelles je suis, peu importe les sphères de pouvoir, je ne change pas. Et on dit souvent que ce n'est pas le pouvoir qui change les gens. Le pouvoir révèle la vraie nature des gens. Donc, je suis heureuse de dire que je ne change pas. Et on est très heureuse de voir que vous ne changez pas parce que tel que vous êtes, c'est vraiment un pur bonheur. Je suis vraiment heureuse de vous avoir aujourd'hui. Ça fait Notre vraiment entretien plaisir. est déjà à sa fin, c'est déjà fini. Rapide. Mais merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis j'espère que votre auditoire aura appris au moins certains éléments puis pourra continuer de faire des changements eux-mêmes dans la société. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. Donc, merci. Merci à vous. Donc, c'est déjà une personne de gagner et je suis sûre que les gens auront beaucoup appris. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, évidemment sur YouTube et sur notre chaîne
www.femmeetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.